Ben, on va y aller en musique, hein. Je suis revenue et c'est plus clair. C'est clair maintenant, non? Angelo de Lille, c'est plus clair là, c'est clair. Ouh. Quand c'est mieux là, tu dis quoi? Malika Ian, bonsoir. Bonsoir ma fille. Vous êtes au vendredi de la culture, nous avons repris. Et on écoute Luxon Pado. Jean-Claude Sapé-Bayer. Bonsoir, chérie Yoro. Angelo de Lille, merci. Pierre, Stéphanie Gassi. Coco Malaika, bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, je disais que quand j'ai remarqué que Colombe Kwaku, d'accord, tu me donnes des cœurs, d'accord, tu vas aussi me prendre pour que je perde quelques kilos. Voilà. Donc je disais que quand je fais les directs, je mets des musiques et il y a une société qui s'appelle Believe. Je ne sais pas, elle fait comme si elle a toutes les éditions de toutes les musiques. Même les musiques les plus reculées. Tu vas aller prendre une chanson dans un village, tu viens, on dit Believe, dit que c'est elle qui a les droits. Et donc, YouTube écrit chaque fois pour dire, il y a telle société et tout ça là. Alors, moi, je voulais attirer l'attention des chanteurs. Je ne sais pas s'ils ont cédé leurs droits à cette société-là, sur leurs éditions. Mais il faut vraiment faire attention parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est là, c'est une société qui est là et puis qui prend Cathy Keller, bonsoir, Clarisse Toto, bonsoir, qui prend les... quand on joue beaucoup une chanson, la société là, ça accapare cette chanson. Parce que par exemple, la chanson de Nestor David que j'ai jouée ici pendant longtemps, Jésus règne là, tout à coup la semaine dernière, on me dit non, YouTube m'écrit pour me dire non, que c'est la société Believe qui a les droits. Je ne sais pas si c'est... Il faut que les chanteurs ils vérifient quoi. Voilà. Et donc, la chanson que j'ai décidé que maintenant, pour chaque direct, je vais prendre une chanson qui va nous servir de fil conducteur, de fil blanc, et puis on va aller avec la même chanson. Je ne vais pas me fatiguer, je vais pas... Et d'ailleurs, ça permet de mettre Bernadette Nzue, bonsoir, merci. Ça permet de mettre l'accent sur un artiste en particulier. Alors, ce soir, ça va être Luxon Pado avec Laba Laba. Laba Laba, c'est la danse du canard. Et dans cette chanson, Luxon Pado dit pardonnez, pardonnez, versez de l'eau. Hein, versez de l'eau, je demande pardon, il faut qu'on se calme, c'est l'action. Verser de l'eau, c'est l'action, c'est littéralement qu'on dit ça dans nos langues, mais c'est l'action qui consiste à verser un peu d'eau par terre ou un peu d'alcool pour une libation. Donc, il dit de verser de l'eau, d'apaiser les cœurs. En fait, il appelle tous les chanteurs de sa région de Daloa à s'unir, à chanter ensemble. Et il dit que dans la vie, il y a des gens qui pleurent et il y a des gens qui rient. Donc, il faut qu'on se mette ensemble. Il dit encore que avant de partir, avant de mourir, Ernesto Higuiguet nous a confié au doyen Amédée Pierre pour qu'on soit ensemble. Alors, nous attendons les conseils de Amédée Pierre. Béa Koukouignon, comment vas-tu? Naomi Vétiédé, Frangine.
En tout cas, bonne guérison. Et en fait, c'est une invite aux artistes de la région de Daloa à s'unir, à faire la paix, à se mettre à l'unisson pour faire progresser la musique, leur musique. Samuel Ba, bonsoir. Samuel Vétiédé, je suis trop contente. Frangine, Béa Coucougnon, bonsoir. Partagez le direct et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un post. Moi, je veux saluer tous les ressortissants de Daloa parce que aujourd'hui, j'ai fait un post. Vous savez comment je donne une information dans ce direct ou bien je joue une chanson ou en tout cas, je donne une information. Je veux toujours confronter ce que je sais, mes connaissances, avec les gens qui sont originaires de la région. Clarisse Mazou, bonsoir. Et donc, je voulais jouer cette chanson. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un post, j'ai dit, si tu es ressortissant de Daloa, si tu maîtrises bien ta langue, il faut me joindre inbox. Les gens ne savaient pas pourquoi c'était, mais ils sont venus en moins d'une heure, je sais pas, j'avais, oulala, combien de commentaires, ils sont venus inbox, et puis, j'ai expliqué ce que je voulais, et donc, j'ai eu trois traductions différentes, enfin de trois personnes différentes, pour confirmer moi ce que j'avais comme information. Parce que je ne veux pas vous raconter n'importe quoi dans ce direct. Je voulais dire merci vraiment à tous les ressortissants de Daloa, Issia, d'autres sont venus, ils ont dit Issia, c'est pareil, Guibérois. Mais tous les ressortissants de Daloa, je veux vraiment dire merci parce que vous avez été réactifs. Je veux dire merci pour votre réactivité. Vous ne saviez pas de quoi il s'agissait, mais vous êtes venus et puis vous m'avez apporté beaucoup. Merci à Barnabé Boignon, cher frère. Merci à René Makati Tagro, ma sister. Merci pour la traduction à Suzanne Patricia Mona. Elle m'a mis en contact, avec Sapé Bayer Jean-Claude, j'ai découvert qu'il a une chaîne YouTube où il explique toutes les chansons BT. En tout cas, vraiment, je trouvais que c'était magnifique, quoi. J'ai découvert aujourd'hui. Et puis, je l'ai joint inbox. Il m'a aussi aidé. Merci beaucoup, Sapé Bayer Jean-Claude. Merci, il faut continuer. Je me suis abonnée à ta chaîne. Maman Shekina, elle, c'est ma maman, c'est ma mère spirituelle. Elle est de Daloa. Et donc, je l'ai appelée. Et puis, j'ai dit, maman, il y a telle chose. Elle dit, bon, envoie-moi ça. Elle aussi, elle m'a aidé. Et puis, je voulais dire merci enfin à Seri Nyoleba. Il s'appelle Seri Nyoleba. Il m'a joint une box. Lui, il est allé dans des détails vraiment. Donc, j'ai eu avec tous ces gens, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Donc, quand je vous parle, je vous parle de quelque chose qui est vrai. Voilà. Donc, vraiment, merci, 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 merci aux ressortissants de Daloa. Et j'invite encore les chanteurs à faire attention à leurs éditions. Il y a des gens, il y a des sociétés qui sont sur YouTube et puis qui s'accaparent des choses. Je ne sais pas si vous percevez quelque chose. Je ne sais pas si vous avez signé, si vous êtes même au courant. Mais en tout cas, moi, je vois ça. YouTube m'écrit, ah, il y a telle chanson. Une chanson même que je veux dire, personne ne joue. Dès que je la joue 1, 2, 3 fois, allez, cette société-là, elle dit qu'elle est éditrice de la chanson et c'est un peu embêtant. Donc, j'ai décidé que maintenant, je vais prendre une chanson et puis elle va nous servir, voilà. Faith Hope, bonsoir. Merci beaucoup. C'est gentil. Je vais mettre un peu de musique quand même. Ouraga Rosine, bonsoir. Partagez le direct, mettez des cœurs. Ce soir, notre thème, c'est le financement du cinéma. Maman Shekina, bonsoir, maman. Merci, je parlais de toi tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Donc, il appelle les gens de différents villages. C'est ce que je vous appelle à l'union. Oui, un flux son ivoirien 100%. Oh, Saki Mamadou, Taki.
Voilà. Voilà, donc c'est Luxon Pado, c'est cette chanson qui va nous accompagner, donc vous inquiétez pas. Maman Anissette, bonsoir. Clarisse Mazou, bonsoir. Et on va y aller parce qu'on a pris un petit retard. Je vous ai dit que le thème de ce soir, c'est... Patricia Kelly, bonsoir. Oui, merci beaucoup Jean-Claude Sapevaillet. Le thème de ce soir, c'est le financement du cinéma. Mais c'est quoi le cinéma? Je vais rappeler, parce qu'on dit que la répétition est pédagogique, donc je vais quand même rappeler que le cinéma est un art qui donne au public une œuvre composée d'images en mouvement, accompagnée d'une bande sonore, c'est-à-dire d'une musique. Et c'est la succession rapide de toutes ces images qui fournit aux spectateurs une image animée, continue. Sylvie Série, épouse Legault, bonsoir. Une image animée continue. Mais tous les films ne sont pas du cinéma. C'est ça que je dis. Tous les films ne sont pas du cinéma. Le cinéma, c'est 24 images par seconde. Et puis, il y a la télévision, tous les films, tout ce qui passe, les films de télévision, les films vidéo, ça c'est du 25 images par seconde. Sylvie Guédé, bonsoir. Nanengo Ozoa, bonsoir. Et donc, au cinéma, on dit une image vaut 1000 mots. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que le cinéma, il est visuel. On ne parle pas beaucoup. On ne dit pas, oui, voilà, elle était là et puis elle pensait. Au cinéma, il n'y a pas les thèmes, elle pensait. Parce que ce n'est pas visuel. Style Grace Siloué, bonsoir. Avec tout le boigny de Korogo, bonsoir. Bon, je salue tout le monde. Roselyne Guigui, Sylvia Guédé, Natis Dali, bonsoir. Et donc, je veux rappeler aussi, parce que je l'avais fait dans un direct, mais la répétition est pédagogique, dit-on, que les arts sont classés. Alors, quelle est la classification des arts? Je vais le rappeler. Le premier art, c'est l'art le plus matériel et le moins spirituel, c'est l'architecture. Ensuite vient le deuxième art, c'est la sculpture, qui trouve son apogée dans la Grèce antique. Et l'élément spirituel de la sculpture est représenté par la statue de Zeus à Olympe, en Grèce. Et puis le troisième art, c'est la peinture, qui exprime la spiritualité par les formes et par les couleurs. Et le quatrième art, c'est la musique. Le quatrième art, c'est la musique. Le cinquième art, c'est la poésie qui s'exprime par la parole. Ensuite, nous avons le sixième art. Ce sont les arts de la scène, tout ce qui est danse, théâtre, le mime, le cirque. Tout ça rentre dans la catégorie du sixième art. Et puis, en 1895, naît le cinéma. Naît le cinéma en France avec la première projection des frères Auguste et Louis Lumière à partir d'une caméra. Et auparavant, l'Américain Thomas Edison avait lui aussi fait une découverte. Hein. Bonsoir Boubacar Sidik, comment ça va? Merci beaucoup. Olivier Ignawa, tu as partagé sur la page. Hein. Merci beaucoup. Merci Olivier. Et donc, auparavant, il y a eu l'Américain Thomas Edison. Je passe vite dessus parce que ce sont des choses dont j'ai déjà parlé. Ce sont juste des rappels. Alors, quand le cinéma naît, c'est un critique. Je vous ai pas, j'ai fait ici un direct sur la critique artistique. C'est un critique d'art italien, un critique cinématographique du nom de Ricciotto Canudo. C'est lui qui décide que le cinéma, là, ça s'appelle le 7e art parce que le cinéma réunit plusieurs arts en lui seul. C'est la synthèse des arts parce qu'il concilie tous les arts. Fifi Guédé, bonsoir. Élise Degri, bonsoir. Nakem Sissé, coucou, ça va. Et donc, le cinéma est le 7e art parce qu'il réunit vraiment tous les arts, tous les arts. Et puis ensuite, dans les années 1929, naît le 8e art. Le 8e art, c'est tout ce qui est photographie, télévision, radio, enfin les arts médiatiques, les arts des médias, des médias. Et enfin, il y a le 9e art qui naît dans les années 90 et ça, c'est la bande dessinée. Donc, c'était pour faire un rappel de tout ça, de tous ces arts, pour qu'on sache de quoi on parle quand nous parlons de cinéma. Yeah! Héros, Basile Lito. Amen. Quelqu'un
a dit qu'il faut que je me lève. Non, je ne peux pas me lever ce soir parce que la robe là, elle n'est pas très longue. Comment tu es là? Est-ce que ça va? Maman Chekina, je te vois. Bonsoir. Partagez. Partagez. Oui, René Makati. My sister. Ah, merci Olivier Niawa. Les cœurs, oui, je vois, il y a plein de cœurs. Ouh, vous êtes trop gentils. Olivier Bella, bonsoir. Fefo. Oui, toujours, je suis dans la production de films, bien sûr. Production, réalisation, jeu, écriture. Ok, on va continuer. Je vous dis que c'est notre chanson de ce soir. Donc, franchement, est-ce que je suis pressée? Alors, nous parlons du financement du cinéma. Le cinéma, c'est le miroir de la vie. Hein? Le cinéma, c'est le reflet de la société. Quand on a dit ça, quand j'ai fini de dire ça, je dis quoi? Je dis que le cinéma, c'est d'abord une volonté politique et nous allons le voir. Parce que tourner un film, c'est réunir plusieurs corps de métier complémentaires les uns des autres. C'est une petite PME qu'on monte hein, avec une durée de vie de 1 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, même 2 ans et qu'on crée. Et c'est ce qu'on appelle l'industrie cinématographique. L'OLCO Salenko, bonsoir, Alice Quadio. Parce que, Bédi Roland, bonsoir, parce que personne au cinéma, le cinéma est un art collectif. Personne ne fait un film tout seul. C'est pour ça que c'est tous ces métiers-là qui font que c'est de l'art, mais c'est aussi une industrie, c'est du commerce, c'est tout ça en même temps. Il y a différentes étapes dans la production d'un film. De l'écriture, depuis l'écriture de scénario jusqu'à la post-production, c'est-à-dire au montage et à la sortie du film, il y a vraiment plusieurs étapes. Ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons parler de financement. Comment un film se finance-t-il? Quand on va aux États-Unis, par exemple, le cinéma, on se rend compte, et tout le monde le sait, le voit, que le cinéma américain est considéré comme celui... Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs même? Je ne sais même pas. Je bavarde depuis là, je ne sais même pas si les gens m'entendent. Hein. Vraiment, Nicky, aujourd'hui, là, t'es pas au point. Le cinéma américain est considéré comme celui qui a le plus façonné le cinéma mondial par ses contenus, par sa technique, par son économie, par sa culture. Et c'est pour ça que Olivier Niawa, oui, merci. C'est pour ça que Gina Sacré, bonsoir. C'est pour ça que le cinéma américain, il plane sur toutes les autres cinématographies. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture. Il n'y a pas de ministère de la culture. Il n'y a pas de ministère de la culture. Le cinéma, la culture, tout ce qui est art est financé par les banques, par la publicité, par les donations, par les mécènes, mais il n'y a pas de ministère de la culture. Ce que les Américains ont fait, c'est de créer Hollywood, qui est la mecque du cinéma. Ce qui est vraiment, il n'y a pas légal ailleurs. Hollywood est situé dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie. Et les Américains ont pris, en créant Hollywood, ils ont pris un engagement à la fois politique, culturel, économique, visionnaire, et qui s'est avéré payant. Un film sort aux États-Unis le même jour, minimum dans 1000 salles. 1000 salles. Donc, ça veut dire que tu l'amortis. Alors, en 2018, par exemple, l'industrie cinématographique américaine a rapporté 96,8 milliards de dollars. Il faut calculer, il faut faire la... Merci Fifi Guédé. Il faut convertir. 96,8 milliards de dollars. L'industrie cinématographique américaine, c'est incroyable. L'industrie cinématographique américaine emploie 2 500 000 personnes tous les jours. L'industrie cinématographique américaine crée 285 000 emplois sur les tournages.
si on compte les traiteurs, ceux qui apportent la nourriture, les loueurs de voitures, tous ceux-là qui sont tous ces métiers qui sont directement rattachés à la création. Tu ne peux pas faire un film si on n'a pas livré la nourriture. Donc, il y a des gens qui font ça. Tu ne peux pas faire un film, tu ne peux pas aller dans un festival si les stars n'ont pas de voiture. Et tu es invité dans un festival, voilà. Nabi Biram, il cherche bande, j'attends ma vie. Et mais tu m'as promis, hein, parlons de Véron. Et donc, 115 000 entreprises travaillent exclusivement au service de l'industrie cinématographique américaine. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ça, c'est ça les États-Unis. Maintenant, on arrive en France, par exemple. En France, en Europe en général, mais en France particulièrement, la culture, c'est l'État. Il y a un ministère de la culture. Donc, la culture, c'est l'État qui gère la culture. La culture bénéficie de financement public par le ministère de la Culture. Et en France, ils ont créé quelque chose qui s'appelle le Centre national du cinéma et de l'image animée. Avant, il n'y avait pas l'image animée, donc c'était CNC. Maintenant, ils ont ajouté et de l'image animée parce qu'il y a la vidéo, il y a la bande dessinée, tout ça est pris en compte. Ce CNC-là, ce Centre national du cinéma a été créé en 1946 et il est placé sous l'autorité du ministère de la Culture. Donc, il contribue, son rôle, c'est de contribuer au financement du cinéma français. Sa mission, c'est de subventionner la production cinématographique française. C'est-à-dire que tous les ans, l'État français finance plusieurs films en France, c'est-à-dire une centaine de films, hein, c'est-à-dire il y a des longs métrages, des documentaires, les dessins animés, des séries télé, tout ce qui est film. Le CNC finance, aide à la production. Mais l'État français sait que 90% de ces films-là ne vont pas marcher. Il y a 10% seulement qui seront au box-office, qui vont marcher. Mais l'État français dit que nous, on veut que notre culture, elle ne meure pas. C'est-à-dire, c'est ça qu'ils appellent l'exception française, c'est tout ça. C'est-à-dire que leur culture, elle doit être présente parce qu'ils savent qu'avec le cinéma, avec la musique, avec tout ça, tu rentres partout, tu te développes. Ce sont des outils de développement. Ce sont des outils de propagande pour se développer. La force tranquille, bonsoir. Claudine Gawidi, bonsoir. Vous êtes bien là, hein? Partagez, mettez des cœurs. Et donc, l'État français subventionne. Le budget du CNC, c'est 700 millions d'euros par an. Ça veut dire 458 milliards 500 millions de francs CFA tous les ans qu'on met à la disposition du CNC. Ils doivent produire, ils doivent aider. La cinématographie doit exister. C'est ça, c'est comme ça. Et donc, comment aussi le CNC a l'argent? Il y a plusieurs qui fournissent ce budget-là. Il y a l'État français à travers le ministère de la Culture, mais il y a aussi des taxes spéciales qui sont prélevées. Par exemple, ils prennent 10,72% sur les tickets de cinéma. Quand vous allez au cinéma en France, sur votre ticket, il y a 10,72% de ce que vous avez payé qui vont directement au CNC pour alimenter la caisse. Il y a aussi les taxes sur les éditeurs, les distributeurs de services de télévision, la télévision, les abonnements. Quand vous avez les abonnements, les sociétés de téléphonie mobile, là, les abonnements, les recettes de publicité, les appels surtaxés et les SMS, les appels surtaxés, c'est qu'on dit par exemple, voilà, il y a telle émission, appelez tel numéro 0800, tout ça là, ils prennent de l'argent dessus pour nourrir la caisse du CNC. Et puis il y a les taxes sur la diffusion en vidéo physique et en ligne. C'est-à-dire que quand vous regardez des films, Marie-Pierre Vassou, oh ma petite soeur, Yako. Quand vous regardez vous dites je regarde un film en streaming et tu es contente, mais tu payes, ils prélèvent de l'argent. Donc c'est ça c'est pour la France. Quand on va par exemple en Inde on a Bollywood. Bollywood, ils se sont inspirés de Hollywood aux États-Unis pour faire Bollywood. Le B, c'est pour la ville de Bombay. C'est la capitale de l'Inde. Donc, eux, leur cinéma,
il a tendance, musicale, il est joué en hindi. Hindi, c'est leur langue. Hein. Il est joué en hindi, il est tourné à Bombay. Voilà. Et c'est le public local. Je veux dire, il est consommé en interne. Et il ne cherche même pas à faire des films qui vont aller, je ne sais pas où, à Hollywood. Non, il consomme en interne. Et c'est de grosses productions. À part Bollywood, il y a des États en Inde qui ont aussi créé leur structure de production, enfin de financement, c'est-à-dire Jollywood, Collywood, Hollywood, Mollywood, Punjwood, là c'est dans l'état du Punjab par exemple, Sandalwood et Tollywood. Tout ça là, ils se sont inspirés de Hollywood. Donc voilà comment le cinéma est financé en Inde. Voilà comment il est financé en Inde. Voilà. Alors, si on quitte les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces endroits-là, Hollywood, l'Inde, et qu'on arrive en Afrique, on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est ce que tout le monde dit, hein? C'est ce qu'ils disent. Oui, ils sont nombreux, les Indiens, ils sont des oulala, donc ils peuvent consommer. Yumi Bafang, je te joins inbox, je te lâche pas. Hein. Donc, le cinéma africain, il devrait donc montrer au monde ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus créatif, ce qu'il y a de plus poétique, ce qu'il y a de plus romantique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais le cinéma africain devrait refléter cette origine de l'humanité. Le cinéma africain devrait aussi refléter les aspirations du peuple africain. On a connu toutes ces démocraties naissantes, tout ça là, et on n'a pas ça, toutes ces luttes des populations, on n'a pas ça dans nos films. Or, c'est ce que le cinéma doit montrer. Le cinéma doit montrer ce que le peuple vit, ce que les peuples africains vivent. Mais non, il ne montre pas. Au lieu de cela, on voit des films misérabilistes. On voit des décors poussiéreux. On voit des personnages, oula, on voit des mouches. Or, l'Afrique, ce n'est pas que des maladies, ce n'est pas que la pauvreté, ce n'est pas que la saleté, ce n'est pas que tout ce qui est négatif, c'est pas ça l'Afrique. C'est pas ça l'Afrique. Le cinéma, c'est du rêve. Le cinéma, c'est du rêve. Alors pourquoi? Pourquoi les films africains, en tout cas la plupart des films africains, ne font pas rêver? Pourquoi ils ne donnent pas d'espoir? Pourquoi les luttes des jeunes qui traversent la Méditerranée pour aller vers un ailleurs meilleur? Pourquoi on n'a jamais de film dessus et qui meurent en mer? Pourquoi on n'a pas des histoires comme ça qui parlent de ça? Pourquoi on ne fictionnalise pas toutes ces histoires-là, fictionnalisées, rendre en fiction? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi les publics africains, c'est pour ça, ils sont accros aux telenovelas. Les telenovelas, c'est des bon, en anglais on dirait les soap operas, c'est-à-dire c'est je ne sais pas littéralement traduit en français, mais merci Vivi Guédé, merci, pas comme toi. Donc, les gens sont accrochés aux telenovelas. On dit, c'est les séries là que les femmes s'en vont regarder à 19h là. Donnez-moi des titres, je sais pas. Ils sont accrochés à ça. Mais même ça, il y a une histoire. Les telenovelas sont nés comment? Sont nés, c'est brésilien, sont nés parce que au Brésil, à un moment donné, la production cinématographique était morte. Elle était inexistante. Il n'y avait plus rien. Et donc, Femme de sable, voilà, c'est faux. Femme de sable, c'est une série aussi. Voilà, toutes ces séries-là que les gens en Afrique, dès qu'il est 19h, tout le monde est là, ils regardent. Et donc, mais comment c'est né les telenovelas au Brésil? C'est parce que la production cinématographique était inexistante. Donc, qu'est-ce que l'État, encore la volonté politique,
Qu'est-ce que l'État brésilien a fait? Il a dit, nous, on n'a pas d'argent. Donc, on ne peut pas financer tous nos films. Par contre, il y a des sociétés qui sont installées au Brésil. Donc, elle a mis une taxe sur les sociétés. Elle a créé Cercle de Feu, voilà. El Diablo, voilà. Et voilà, tous ces titres-là. Donc, le Brésil, l'État brésilien, le gouvernement brésilien a exigé des sociétés occidentales qui gagnaient de l'argent chez eux, même les sociétés locales, de payer une taxe. Et l'État a créé une caisse et l'État a dit aux Brésiliens, vous pouvez avoir accès à cet argent, on va produire, on va vous aider pour votre production. Oui, c'est vrai, Yumi. Notre cinéma ne fait pas rêver, en tout cas pas beaucoup. Dona Beja, oui, c'est ça. Et donc, c'est cet argent-là, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et puis ils ont dit aux réalisateurs, aux producteurs que, bon, faites des séries qui vont faire connaître le Brésil, simplement. Même si ce n'est pas des films de cinéma, mais au moins faire connaître le Brésil. Et c'est comme ça que les télénovelas sont nées. Donc, on peut faire ça. Parce que le cinéma, au cinéma, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne fait pas de film avec des bouts de ficelle. Celui qui dit, non, si tu me donnes 5 millions, si tu me donnes 10 millions, j'ai fait un film, il ment. Parce que ça ne sera même pas un film, on ne peut même pas le qualifier. Le cinéma, là, il a besoin d'argent. Un film avec des moyens quasi inexistants, c'est un mauvais film. Le scénario sera mauvais parce qu'on n'a pas réécrit. C'est quand tu écris le scénario, là, tu payes le scénariste. Donc, si tu ne peux pas, il te donne la première version, la première mouture, tu dis c'est bon. Le casting ne sera pas bon parce que tu ne vas pas prendre de bons acteurs, tu ne peux pas les payer. Techniquement, on ne va pas reprendre les prises, même si c'est mauvais. Voilà, donc le cinéma, c'est de l'argent. Le financement, c'est donc une des plaies du cinéma africain. Et parce que le cinéma africain dépend des institutions du Nord. On dit avec justesse que l'Union européenne est le plus grand bailleur de fonds du cinéma du Sud. Pas seulement de l'Afrique, hein, des pays du Sud. Mais comme on est en Afrique, c'est ça. Parce que quand l'Union européenne te finance là, c'est vraiment un gros financement. Mais il y a d'autres structures qui financent le cinéma africain. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Parce que la main qui donne est la main qui ordonne. C'est-à-dire que celui qui finance ton cinéma, il y a des films que tu ne peux pas faire. Il y a des films que tu ne peux pas faire. Il y a des films que tu ne peux pas faire pour le critiquer, par exemple. Voilà, Père son âme, Sambel Ousmane, il a fait Camp de Tiaroy. Il a fait Camp de Tiaroy qui critiquait, qui dénonçait comment les colons, comment au temps de la colonisation, les gens se sont comportés en Afrique. Quand ils ont vu ça, son prochain film, c'était sur la vie de Sambel Ousmane. Pas Sambel Ousmane, Samori Touré. Ils n'ont pas financé. Ils n'ont pas financé et puis il est mort sans avoir réalisé ce film-là. Parce que la main qui donne est la main qui ordonne. Donc, quand l'Occident aide les cinémas africains, les réalisateurs, les producteurs, ils veulent voir un certain type de film. C'est-à-dire l'Afrique dans les arbres, les enfants sont sales, c'est-à-dire tout ce qui est misère. Et puis, ils s'apitoient. Donc, ça leur donne l'occasion de dire, mais nous, on doit rester en Afrique parce qu'ils ont besoin de nous, on doit les aider. Donc, ils restent en Afrique. Ce n'est pas pour aider les gens, c'est pour piller. Donc, tout est lié. Le cinéma est un outil de développement, mais le cinéma aussi est un outil d'asservissement. Parce que celui qui te finance là, c'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Tu ne peux rien faire, c'est lui qui commande. Et donc, pour réduire tous les coûts de production, la vidéo, les films de télévision apparaissent comme une chance parce que le 35 mm qui est le format du cinéma, il est trop cher. Malgré tout, il y a quelques tentatives d'organisation sur le continent. Par exemple, au Nigeria, on a Nollywood. Mais Nollywood, là, ils ne font pas de cinéma, ils font des séries. On a Wakaliwood, ça c'est ça a été créé dans la banlieue, dans un bidonville en Ouganda, de la capitale ougandaise. On a Gallywood au Ghana, qui là aussi, c'est une tentative. Tout ça,
s'inspirent de Hollywood, mais les fonds ne suivent pas. Donc voilà. Voilà l'état du cinéma. Voilà comment on n'a pas de financement. Et donc, comment nos films ne fonctionnent pas. Enfin, ils n'existent pas. Le cinéma, il n'existe pas. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, depuis combien de temps les gens n'ont pas tourné de films de cinéma? Les gens n'ont pas fait de cinéma. Je ne vous parle pas des séries, hein, ni des sketchs. Je vous parle de cinéma. Je vous parle de cinéma. Voilà, c'est différent. On va faire une petite pause avec Luson Pado toujours. Et puis, je vous salue. Gina Sacré, bonsoir. Kunta Kinte, c'est pas les Africains qui ont fait. Hein. C'est pas les Africains qui ont fait Kunta Kinte. Hein. C'est des Blancs qui ont produit, c'est des Blancs qui ont réalisé. C'est pour ça que le film est beau comme ça. C'est pas les Africains qui ont fait Kunta Kinte. Non, non. Gina Sacré, bonsoir. Patricia Yao Bater Fatiga. Qu'est-ce qui dépend d'eux? Hollywood dépend de qui? Je n'ai pas compris la question. Luxon Pado, qui chante là-bas, qui invite à l'union des artistes. Là-bas, c'est la danse du canard. Voilà, et il cite des personnalités doucement tapées. Parole de Ron, bonsoir. Nicole Tegalo, ma chérie, ça va? Oui, tout à fait, Yumi. On refuse de promouvoir la culture africaine. Yeah, Bibi Gede. Yeah, Nicole. C'est hier, Nixon Pado. Aujourd'hui, là, c'est lui qui est c'est lui qui nous accompagne. Alors, moi, j'ai parlé du financement du cinéma. Et ce soir, j'aimerais rendre hommage à un grand acteur. C'est nous sommes au cinéma. J'aimerais vous parler de Al Pacino. Al Pacino, que dire de Al Pacino? Des rôles inoubliables, des films à succès sur toute la planète, une aptitude impressionnante à s'approprier chaque personnage. C'est ça, Al Pacino. Il a à son actif plus de 50 films, plus. Il a 15 trophées décernés par des festivals internationaux, 8 nominations aux Oscars et l'Oscar du meilleur acteur en 92 pour Le temps d'un week-end. Superbe film qui était une adaptation du roman Parfum de femme de Giovanni Arpino. Fils de Salvatore Pacino, un tailleur de pierre, et de Rose Gerard, qui était sans profession, tous deux originaires de Corleone en Sicile. Al Pacino est né le 25 avril 1940 à New York, dans le sud du Bronx. Très tôt, il est envahi par la passion du théâtre, mais le jeune Pacino a 14 ans. Quand il entre à la High School of Performing Arts de Manhattan. High School of Performing Arts de Manhattan. C'est très jeune, mais il était précoce. Mais il n'avait pas de bagage culturel en réalité. Donc, il se retrouve en difficulté face à la méthodologie de l'école et décide de tout arrêter à 16 ans. À 16 ans, il décide que non, cette école-là, elle veut me formater. Donc, moi, je ne veux plus. À 16 ans, il arrête et il se met à exercer de petits boulots, serveur, livreur, tout en continuant de rêver de théâtre. Et l'argent qu'il économise ainsi lui permet d'intégrer le très prestigieux Actors Studio de Lee Strasberg en 1966. Actors Studio, c'est les Marlon Brando, je sais pas moi. Si tu as fait l'Actors Studio, c'est Clémentine Papoué, Clé, ça va? Oui, c'est un grand.
Oui, Still Grace Silvey, je crois que tu connais. Et donc, c'est là, c'est à l'Actors Studios qu'ils rencontrent Dustin Hoffman et Robert De Niro, qui étaient eux aussi là-bas. Vous voyez le genre d'acteurs qui étaient là-bas. Et en 1968, il reçoit un Obie, l'équivalent des Oscars pour le théâtre, pour son interprétation dans la pièce de théâtre The Indian Wants the Bronx. Voilà, 69. Nous sommes en 1969. Al Pacino a déjà une belle carrière théâtrale derrière lui quand sort l'excellent Panic at Needle Park, superbe film où il joue. Le film de Jerry Schwarzenegger, et nous sommes en 1970. Et sa carrière s'emballe. Il va enchaîner une série de films qui oscillent entre l'excellent et le chef-d'œuvre. C'est un immense acteur. 1972, alors que les producteurs tentaient d'imposer Robert Redford à Francis Ford Coppola, non, lui il décide de choisir Al Pacino pour le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain, première partie. Francis Ford Coppola choisit Al Pacino qui était inconnu à l'époque. Mais Le Parrain 1 lui ouvre les portes de la gloire. Il a 32 ans. Et puis 73, Al Pacino retrouve Jerry Schwarzenegger et Gene Hackman, cette fois-ci avec qui il joue dans L'Épouvantail, un des plus beaux duos de cinéma de la décennie 70. 74, il reprend le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain, deuxième partie. Et c'est dans la deuxième partie qu'il a sa première rencontre professionnelle avec Robert De Niro qui interprète le rôle de Vito Corleone dans sa jeunesse. Oui, une grande légende, c'est vrai. Grand acteur, vous connaissez. Et nous sommes en 75 et Pacino incarne un braqueur de banque. J'ai adoré et j'adore ce film. Un braqueur de banque dilettante très populaire grâce à son inexpérience. Le film s'appelle Un après-midi de chien et il est de Sidney Lumet. Il faut voir ce film. Moi, j'ai adoré. Moi, je ne sais même pas quel film de Pacino j'ai pas aimé. Mais de toute façon, moi, j'aime le cinéma. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Les années 80 débutent fort. C'est la décennie d'or. 83. Brian De Palma lui offre le rôle de Tony Montana dans Scarface. Scarface, où il a la balafre. C'est ça, Scarface. Où il a la balafre. Ce film magnifique rejoint le cercle fermé des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, Scarface. Dans les années 90, il retrouve encore Francis Ford Coppola pour la troisième partie du Parrain, dans le rôle de Michael Corleone. Il joue dans le Parrain 3. Et il signe, après ça, une nouvelle collaboration avec Brian De Palma dans L'Impasse. L'Impasse, c'est un des 5 plus beaux films de la décennie 90. Oui, critique, professionnel, public, tout le monde est d'accord. Dans ce film, qui est magnifiquement sombre et triste, Al Pacino touche une nouvelle fois la perfection avec le personnage de Carlito Brigante. Al Pacino. 1995, deuxième rencontre avec Robert De Niro. Et pour ce film-là, vous le connaissez. C'est Hit, la chaleur. Hit, de Michael Mann. Un film qui vous tient en haleine du début jusqu'à la fin, sans aucun temps mort, malgré qu'il dure 3 heures. 3 heures. Mais tu es comme ça, tu palpites avec les acteurs, avec l'histoire. Hit, il faut chercher ce film et le voir. Il faut avoir une filmothèque, une filmothèque. Il faut avoir des films que vous avez, ce sont des films cultes. Voilà, il faut les avoir. Et Hit, c'est un vrai film d'acteur parce que à part Al Pacino et Robert De Niro, il y a tous les seconds rôles qui sont tenus par de grands acteurs. On a Val Kilmer, on a Tom Sizemore, on a John Voight. John Voight, c'est le père de Angelina, comment elle s'appelle? Angelina, la femme de Brad Pitt là. C'est son papa. C'est John Voight. J'avais joué dans Le Champion aussi, si vous connaissez ce film.
Voilà. Ils sont à leur meilleur niveau. 96, Angelina Jolie, elle s'appelle. C'est son papa qui est John Voight. Il joue dedans. 1996, Al Pacino réalise et produit son premier long métrage parce que c'est la vie normale d'un acteur. Tu es acteur, tu deviens réalisateur, tu deviens producteur, c'est le circuit normal, il ne faut pas s'étonner. Lui, 96, il réalise et il produit son premier long métrage qui s'appelle Looking for Richard. Il est mi-documentaire, mi-adaptation de la pièce de Shakespeare qui s'appelle Richard III. Et ce film permet de comprendre l'interprétation subtile et riche en nuances qui a fait la renommée de Al Pacino. Son retour comme acteur est marqué par Mélodie pour un meurtre en 1989. En 1997, après L'associé du diable de Taylor Hackford et Donnie Brasco de Mike Newell, Al Pacino offre encore deux excellentes prestations d'acteur dans Révélation avec Michael Mann toujours et L'enfer du dimanche d'Oliver Stone. Aïe, d'accord. 2003, c'est le temps des duos. Alors, on le retrouve pour la première fois avec Robin Williams, excellent aussi, dans Insomnia de Christopher Nolan. Et puis avec Colin Farrell dans La Recrue. 2003, il participe à la série Angels in America de Mike Nichols qui traite de l'homosexualité et du sida et de la difficulté des homosexuels à surmonter la maladie. 2003, Al Pacino y est formidable, évidemment. Et à ses côtés, il a de grandes actrices. Il a Emma Thompson et il a surtout Meryl Streep, qui est pour moi, qui est la meilleure actrice au monde, toutes catégories confondues. En 2003 toujours, Al Pacino tourne Influence avec Kim Basinger et Téa Leoni. 2007, 88 minutes et Ocean's 13, le dernier volet de la saga où il est un guest star, l'invité de Marc. Et puis suivront Monster of Longwood et The Torch. Al Pacino est véritablement un virtuose qui a donné au monde des petits bijoux tels que Le Parrain, Un après-midi de chien, Scarface, Hit, Serpico. Il faut aussi voir Serpico. Associé du diable, oui, super, tu as aimé. Et mais il a aussi refusé de grands rôles, hein, Al Pacino, parce qu'il ne les sentait pas. Il a refusé de jouer dans Apocalypse Now, qui a été un grand film, mais lui dit qu'il ne sentait pas. Il a refusé de jouer dans Les Moissons du Ciel. Il a refusé de jouer dans Kramer contre Kramer. Kramer contre Kramer, c'est Dustin Hoffman et Meryl Streep, un duo. Al Pacino est une légende vivante du cinéma mondial. Il a 3 enfants. Il est marié à l'actrice Beverly D'Angelo. Al Pacino est reconnu pour son fabuleux don de faire oublier l'acteur caché derrière le personnage. Quand il prend un rôle, lui, il ne joue pas, il est le personnage. Il ne joue pas, il est le personnage. Il campe, il vit totalement. C'est une immersion totale dans le personnage. Ça, ce sont vraiment... c'est un acteur, on peut même pas... Il est immense. Il est immense, il est magnifique. Je tenais vraiment à vous parler de Al Pacino. Comme je fais, je vous parle d'acteurs, d'actrices, parce que c'est bon qu'on marche ensemble quand on parle de cinéma. On va écouter un peu. Phil Gray, si Nicole Tegalo, parce qu'il ne sait même pas la musique. C'est comme ça, ils sont. Parlons de Véron. Faveur divine, Leila. Phil Gray, Gina Sacré, oui. Lo Elko.
Ah, tu veux que je lise les commentaires? L'OLCO Salenko. D'accord, je lis. Là, tu vois, je viens de te lire. Là. René Makati. Gilbert Tagro. Merci, Bibi Guédé. Merci. Dansez chez vous, hein? Maintenant, je vais faire la promotion de nos artistes. Je prends un artiste et je le joue du début jusqu'à la fin. L'objectif, c'est de vraiment mettre en lumière, mettre son travail en lumière et puis vous inviter à acquérir les œuvres. Que ce soit du cinéma, que ce soit de la musique, il faut vraiment... C'est bien, quoi. Il faut un public oui. C'est vrai, hein, l'OLCO Salin, que la chanson a fait mal. Elle t'a laissé des souvenirs, on dirait. Hein, inoubliable. Donc, il faut vraiment... Alphonse Kwasi, bonsoir. Il faut vraiment... voilà, quand je vous parle de films, essayez d'avoir au moins 1 ou 2 films. Et puis, quand c'est la musique, il faut, même si c'est des chansons anciennes, il faut essayer de les acquérir. C'est pas bon que vous ayez tout gratuit comme ça. C'est pas bon. Il faut, les artistes, ils doivent vivre de leur art. Yumi, il est marié. Il s'est marié à Beverly D'Angelo, Yumi Bafang. Al Pacino. Il s'est marié il a 3 enfants avec Beverly D'Angelo, qui est actrice, qui était actrice, voilà. Mais ils ne sont plus ensemble. Voilà. Donc, ça arrive. Voilà. Alors, moi, pour me résumer, je dirais que nous ne devons pas désespérer. Nous avons un continent, l'Afrique, qui a 55 États. Nous sommes un peu plus de... Jackie béni de Dieu, ça va? Faveur divine, Leila, voilà. Donc, nous avons un continent qui a 55 États. Nous avons une population de plus de 1,3 milliard d'habitants. Donc, nous avons 17% de la population mondiale. Et donc, beaucoup de choses sont possibles. On peut faire des coproductions, on peut... oui, il faut faire des coproductions parce qu'un seul État peut-être ne peut pas financer un film, mais il faut vraiment, c'est d'abord une volonté politique. Donc, c'est pas juste avoir des ministères de la culture, c'est que les ministères de la culture, là, qu'ils soient réels, qu'ils soient concrets, qu'ils s'impliquent. Voilà, c'est pas juste des fonctionnaires, ça doit être des gens, des entrepreneurs eux-mêmes, ça doit être des gens qui aident à la création artistique, qui soutiennent la création artistique, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est important. Si on décide que nous avons besoin de ministère de la Culture, parce que nous sommes des anciennes colonies de la France, qui elle-même dit que la culture doit être publique, doit être financée par de l'argent public, ok. Mais à ce moment-là, il faut que ça fonctionne, parce que le cinéma, là, il ne vit plus. La semaine prochaine, si Dieu le veut, qu'on se retrouve, je parlerai de la vie d'un film. Comment un film vit, une fois qu'il a fini, quel est son circuit. On va en parler parce qu'il ne suffit pas non plus de faire des films. Donc il faut que nos États, franchement, s'impliquent complètement, totalement, réellement, et que Sylvie Nguessan Lepeli, bonsoir, et que le cinéma vive. C'est pas normal un continent où il n'y a pas de cinéma. C'est pas normal un continent où il n'y a pas de cinéma. C'est pas possible. Le cinéma, il est trop important pour que l'Afrique fasse l'impasse dessus. Comment on va transmettre? Comment on va... ou comment on peut oublier un tel art qui réunit en lui seul tous les arts? Comment on fait? Si le cinéma marche, ça veut dire la musique marche, la littérature marche, la peinture marche, tout ça c'est dans le cinéma. La danse marche, le théâtre marche. Voilà, donc il faut peut-être que nos États
on prenne conscience et puis que le cinéma existe réellement. Mais il faut aussi que le public en prenne conscience. Et il y a des sociétés qui peuvent aussi sponsoriser, accompagner. Il y a des mécènes qui peuvent accompagner la création artistique. Donc voilà, je voulais dire ça et vous dire merci pour votre présence, pour les partages et vous souhaiter... oui, il faut encourager la culture en Afrique. Il faut vraiment, parce que quand on dit il faut aider la culture, les gens ont l'impression qu'on aide les artistes. Mais quand tu t'occupes de ta culture, tu t'occupes de ton pays, de toi-même, de ton développement. C'est ça, parce que tous les pays développés, ils le sont grâce à leur culture. Je le répète tout le temps. Choisissez n'importe quel pays développé où tout marche bien, mais c'est la culture d'abord. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas, c'est un pays qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de, voilà, c'est ça. Donc il faut, merci Jackie, béni de Dieu, merci. Donc il faut vraiment que nous nous y mettions, quoi. On ne peut pas être à la traîne. L'Afrique ne peut pas être toujours à la traîne des autres peuples. Et puis on va accuser les gens. Oui, ils viennent, c'est eux qui font ceci. Mais parce que nous-mêmes, nous ne nous prenons pas au sérieux. C'est parce que nous-mêmes, si tu te prends au sérieux, tu fais la promotion, tu développes ta culture, c'est beaucoup de... C'est ça qui te fait. C'est ça qui te fait. Voilà. Sinon, on est perdu. On va être des peuples perdus. D'ici une centaine d'années, nous allons disparaître. Nous allons nous faire avaler par les cultures des autres. Donc, voilà. Les vendredis de la culture, c'est juste une petite contribution que moi j'apporte, qui est rien du tout. Mais en tout cas, ceux qui peuvent, il faut agir. Il faut agir auprès de ceux qui décident. Et puis, il faut que chacun dans son coin aussi agisse. Il y a des comportements, il y a des façons de faire. Quand on est un pays, quand on est un public, par exemple, quand on a une œuvre, par exemple une musique, on ne va pas aller la copier, on va acheter. C'est un acte citoyen, ça. C'est un acte culturel aussi. C'est un acte d'identité aussi. Donc, c'est beaucoup de choses que nous partageons. Et voilà. Je voulais vous dire tout cela et puis vous souhaiter un excellent week-end. On va se quitter avec la belle musique de Luxon Pado qui nous a accompagnés pendant tout ce direct. Je pense que c'est bien, quoi. Je vous dis au revoir, je vous salue. Voilà, René Makati, Gilbert Tagro, ma chérie, Fallon Véron, bonsoir. Et en tout cas, si vous avez des choses, vous pouvez me joindre, vous pouvez envoyer des messages. Si vous avez des thèmes que vous avez envie de voir traités, vous pouvez me proposer aussi. Oui, tout à fait. Oui, elle soulève un point là. Yumi Bafang soulève un point. C'est vrai que dans nos pays aussi, on dit il y a un ministère de la culture, mais c'est des tout petits budgets. C'est-à-dire quand on a fini de tout financer, c'est comme si c'est la monnaie là qu'on donne au ministère de la culture. Alors que, elle a raison, en France, le ministère de la culture est l'un des ministères au budget le plus élevé. Voilà, ça c'est important. Mais dans nos pays, le ministère de la culture, c'est vraiment, Edo Tips, bonsoir, c'est vraiment... voilà, c'est comme on traite la culture, quoi. Ça n'a pas d'importance. Donc, le ministère de la Culture n'a même pas un budget conséquent. Quand on a fini de tout financer, on se souvient, ah, il y a un ministère de la Culture, bon, d'accord. Et puis, on donne, je sais pas, même ça atteint même 10% même du budget. Je sais même pas. Je sais même pas. Du budget de l'État, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Je ne sais pas. C'est dit qu'il Bakaba, mais il est, je sais pas où il est en France, normalement. Voilà. Donc, c'est important, hein, Yumi Bafang. Il faut aussi, il faut montrer qu'on prend une part importante à la culture, que la culture est importante en lui donnant les moyens. Et puis en mettant à sa tête des gens qui peuvent aussi la développer. Je veux dire, voilà. C'est fatigant. C'est-à-dire, tu te dis, bon, rien ne va, mais bon, on y croit. Donc, Angelo de Lille, oui, c'est dommage, hein.
C'est dommage. Morgane Rabé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'aime bien cette discussion que nous avons là. C'est-à-dire cet échange-là, je lis des choses, je vous transmets. Le budget passe dans les funérailles. Il dit le budget passe dans les funérailles. Sylvain Saka d'Esther. Oui, mettez des cœurs. Je vais rester encore 10 minutes parce qu'il y a de bons échanges là. Ouais. Ouais. Merci Edokip. Il dit que le budget, il y a quelqu'un qui a dit que le budget passe dans les funérailles. Non, non, vous êtes grave. Yumi Bafon, je vais te joindre inbox. Là, quand je finis là, je te joins inbox. Je sais pas si on a mis sur Facebook, je sais pas. Hein? Jackie béni de Dieu, oui. Et les plats. Les vendredis de la culture, c'est comme une rencontre entre amis. On échange. Moi, tout ce que vous dites là, je prends, je lis, je le dis. Et puis, voilà, tout le monde échange, tout le monde lit en même temps. Voilà. Oui, 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 moi, je m'enrichis de vous, vous enrichissez aussi de moi et on apprend, tout le monde apprend. Voilà. Il dit, j'appelle les gens de Daloa, les gens de Gorogué, les gens partout. Venez, mettons-nous ensemble. Oui. Patricia Yao, Bactère Fatiga, Gina Sacré. Passez un excellent week-end tous et toutes. Olivier Nyawa, yeah, nous sommes pas de l'effort. Oui, Fallon Véron, c'est vrai, la culture passe en second, en dernier plan. Owen dit qu'il faut qu'on nous explique qui finance les soins des ministres. Oh non, ça là vraiment. C'est sympa, c'est sympa. Bon week-end. Olivier, on s'appelle tout à l'heure. Moi, quand j'entends quelqu'un de nos artistes... Oui, hein, Nicole, c'est vrai. C'est la situation des artistes est vraiment difficile. Daloa est là, hein. Gina Sacré. Yeah. En tout cas, les gens de les ressortissants de Daloa, ils ont été réactifs. Moi, je dis encore merci, 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 merci. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Les gens de Korogo Napié, aussi Luson Pado nous sera. Oui, oui, vous êtes là aussi. Korogo Napié, Mbeng, tout cela, tout le nord, vous êtes là. Dès que je me lève, je te dis que ma robe là n'est pas longue. Attends, on a fini. Faut pas long ce qui est cool. Allez, bonne soirée. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end. On se retrouve vendredi à la même heure, si Dieu le veut. Et soyez heureux. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao.